Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Cette 4e édition est organisée grâce à Atelier d'Art de France et le magazine Atrium avec le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Cette dernière émission de la journée est consacrée à l'héritage du XXe siècle, ce patrimoine du XXe siècle qu'on connaît souvent assez peu. Je reçois deux invités, donc tout d'abord Bernard Quesnay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la préservation du patrimoine du groupe CETEC et vous avez également travaillé pendant de nombreuses années au LERM. Oui, tout à fait. Oui. J'en ai assuré la direction générale pendant 30 ans, pratiquement. Bon, voilà, une belle histoire. À vos côtés, monsieur Fabien Sauvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et vous travaillez tout particulièrement dans les Hauts-de-France, dans la Somme. Exactement, essentiellement dans le secteur qui a été rasé par la Première Guerre. Donc voilà, Très patrimoine XXe siècle. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Donc peut-être pour commencer nos échanges, comment est-ce qu'on pourrait définir ce patrimoine du XXe siècle ? Je me lance, je commence. Alors ce patrimoine, évidemment, on va parler du patrimoine bâti, nous sommes bien d'accord. Alors ce patrimoine bâti, je pense que si on fait un focus sur le XXe siècle, forcément on va penser aux matériaux béton, puisque c'est un peu la révolution de ce siècle en termes de matériaux et techniques, tout ce qu'il a pu entraîner avec lui. C'est un matériau qui est récent, on a tendance à l'oublier. Le béton, les premiers bétons, on va dire à la mode industrielle, il y a encore, c'est 150 ans, pas plus. C'est Louis Vicat, n'oublions pas, le premier quand même à avoir compris l'hydraulicité des chaux. Après, tout ce que ça a pu entraîner pour la mise au point des ciments industriels. À l'époque, on parlait de ciment naturel, et ça, c'était le début du 19e. Et puis, c'est resté longtemps un matériau, néanmoins, pas de découvreur ou d'inventeur, mais néanmoins un matériau qui se cherchait. Chacun y allait un peu de sa science, faisait des essais, mais rien de bien régulier. Et il a fallu finalement la fin du 19e, donc je ne sais pas si je dois parler de brevets déjà, mais par exemple les tout premiers brevets, alors il y a quand même Joseph Monnier, qui est considéré comme l'inventeur du béton armé, ou plutôt du ciment armé. Ça, c'était un jardinier du château de Versailles qui avait eu l'idée justement de fabriquer des caisses pour porter des arbres ou des buissons, mais avec du ciment armé de grillage, parce que les caisses en bois pourrissaient, et il a eu le génie en fait de faire cette association des deux matériaux. Et lui, en 1867, donc il brevette son procédé. Et puis après, il y aura quelques autres procédés qui arriveront, notamment en termes d'armature, parce qu'on a vite compris que c'était ça le sujet à travailler. Donc en particulier Cotensin, je ne suis pas historien, mais j'irai 1890 par là, si ma mémoire est bonne, à peu près. Voilà, 92. Et puis réellement, en fait, c'est Hennebique qui va breveter son procédé, lui, alors très connu en 1902. Et puis après, c'est la grande histoire de la normalisation. C'est en 1906, on aura la fameuse circulaire, justement, qui donne la codification de tout calcul d'ouvrage et de conception, de réalisation. Donc c'est vraiment un matériau qui commence au XXe siècle. Et qui va marquer tout le siècle de la construction. Tout à fait, oui. Moi, je compléterai simplement Il faut imaginer que l'architecture du XXe siècle, c'est une période à part, vraiment. C'est-à-dire que dans le contexte, on a des expositions universelles, on a des revues. C'est-à-dire qu'à architecture équivalente, à construction équivalente, on n'a pas le même contexte au 19e qu'au 20e. Et je suis convaincu que ces modes de diffusion font que la dimension nationale, la dimension culturelle n'est pas du tout la même. La deuxième chose, moi qui me marque dans l'architecture du XXe siècle, je trouve que dans les années 20 avec la reconstruction, on a eu un élan de reconstruction sur toute la zone qui était ravagée par la guerre. Le béton a été l'élément phare, même s'il était souvent habillé par de la brique, mais c'était quand même l'élément central de la reconstruction. En même temps, a coïncidé, et pour moi c'est pas un hasard, l'art déco. L'art déco, c'est quand même un style qui se prête bien au béton. C'est la première fois qu'on a quand même un matériau qui se démocratise autant,
c'est-à-dire des maisons, des écoles, des églises. On a un matériau qui se démocratise avec un style qui va de pair avec le matériau. L'art déco, on a beaucoup d'angles droits, on a beaucoup un registre angulaire, on a des porte-à-faux. Le béton permet tout ça. Alors qu'avant, souvent, le style était réservé. Je pense le style, si on schématise, c'est le gothique, même le style art nouveau, c'était quand même réservé à une élite. Ça demandait un savoir-faire, ça demandait une technique, un geste, ça demandait une technicité assez évoluée. Pour le coup, l'art déco et le béton va permettre d'être diffusé à l'échelle du mobilier, à l'échelle de l'architecture, à l'échelle de la ville. Et on a du coup un style qui correspond à ce matériau qui, même s'il est connu, vous le disiez, même s'il est connu, il apparaît quand même pour un matériau nouveau. Enfin, on a quand même une rupture. Avant ça, c'est du bois qu'on taille, c'est de la pierre qu'on taille, c'est des vitraux, enfin c'est des gestes. Avec le béton, c'est une révolution. On le coule, on travaille avec des bureaux d'études, avec des coffreurs. C'est quand même une révolution dans l'histoire. C'est plus un matériau qu'on façonne, c'est un matériau qu'on moule. Donc c'est plus du tout pareil. Donc je pense qu'à ce titre-là, le matériau, les process, l'avènement permis par le béton de l'art déco fait que ça donne vraiment une architecture à part. Et puis après, il y a la Deuxième Guerre qui a industrialisé le béton. Donc je pense que c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est une architecture à part. Alors effectivement, peut-être pour compléter encore ce que vient de dire Fabien, quoi. C'est un matériau qui très vite va être adopté par des entrepreneurs pour des ouvrages d'art, parce que le pays en a toujours besoin de se structurer, de s'équiper en voie ferrée, surtout au début du XXe. Un exemple typique, c'est ce qu'on peut trouver en région Bretagne, avec un constructeur, pas encore très connu, mais je pense qu'il va le devenir à force, c'est Harel Delanoë, qui a laissé derrière lui mais vraiment toute une foison d'ouvrages, tous aussi étonnants les uns que les autres. Au début, il a plutôt utilisé de la pierre, qu'il a marié avec de la brique, puis du métal. Et puis très vite, il a compris le matériau béton. En fait, Harel Delanoë, c'est quelqu'un qui était très curieusement, en fait, c'est un X-Pont, déjà un polytechnicien, monsieur avec un cerveau bien fait, on va dire, et qui a même participé à la mise au point de la circulaire de 1906. Donc il avait vraiment compris comment calculer et dimensionner ce matériau. Et on lui doit des ouvrages tout à fait remarquables, donc du Cotentin à toute la côte nord des Côtes d'Armor, notamment, avec des grands ouvrages, le viaduc de Caroual, il y en a eu un certain nombre là, qui sont remarquables. Alors aujourd'hui, évidemment, ces voies sont désaffectées, mais les ouvrages sont toujours là, sauf un qui a été démoli par l'administration il y a une trentaine d'années, mais ça on ne le ferait plus aujourd'hui. Et voilà, et donc c'était aussi l'appropriation d'un matériau justement pour équiper le pays, faire les grandes infrastructures, les grandes percées, tout ça c'était très important aussi au début du XXe, avec l'ère industrielle qui maintenant poussait, avait propulsé le pays à se développer. C'est intéressant. Enfin, est-ce qu'on réalise qu'à un moment donné, on a quand même un matériau de construction pour faire des ouvrages d'art, mais c'est pas encore un matériau d'architecture. Voilà, faut comprendre que c'est quand même un matériau qui a acquis ses lettres de noblesse. Perret a fait beaucoup, mais au départ, c'est réservé au pont, c'est réservé. Voilà. Ouais, c'était un matériau d'ingénieur, tout à fait au départ. Ouais, c'est après que les architectes vont se l'approprier. Donc c'est une conquête. Ouais. C'est ça que le béton est particulier. On part de loin. Hein. On part de loin. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre effectivement pourquoi ce matériau aussi a marqué notre XXe siècle en fait. Et finalement aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est menacé qu'est-ce qui fait qu'on le préserve moins et pourquoi est-ce qu'il faut le transmettre? Commençons par les menaces. Alors, en quoi est-il menacé? Il est simplement menacé par le temps qui passe, c'est tout. Donc forcément, on va dire, c'est un matériau récent, n'oublions pas. Donc au début, sa mise au point, quand même, il y a eu quelques balbutiements, on va dire. On ne connaissait pas tout à fait, en fait, on va dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les principes de durabilité. Bon, après, c'est une science tout ça, mais aujourd'hui, on sait concevoir des bétons durables, adaptés à un environnement, un usage, à des plages de résistance, etc. Tout ça est très codifié, très calculé. À l'époque, on coulait gaiement, quoi. Hein. Et bon, on dimensionnait sommairement, mais beaucoup de règles techniques d'aujourd'hui, l'enrobage des armatures, la porosité, tout ça, c'était des sujets méconnus, en tout cas en termes de durabilité du matériau. Donc forcément, il y a beaucoup de vieux ouvrages béton sont en moyen bon état, on va dire. Mais pour autant, certains avaient déjà bien compris, et on en parlait justement tout à l'heure en préambule, quoi.
certains ouvrages NBIC, mais pas seulement. Il y a aussi une série de bétons comme ça, d'édifices tout à fait remarquables qui sont restés encore en très bon état. Après, tout s'entretient. La pierre n'est pas éternelle non plus. N'oublions jamais qu'une pierre, si régulièrement on ne la nettoie pas, s'il n'y a pas un minimum de soins, de réfection des joints et autres, le matériau finit aussi par souffrir. Donc le béton, on est au même point, simplement. Bon. Sauf qu'on découvre aujourd'hui des pathologies qu'on n'imaginait pas au départ et qui parfois même compliquent la réparation. Parce qu'on n'avait pas conçu certains ponts pour être démontables et facilement réparables, quoi. Voilà, c'est ça le sujet. Mais pour parler des ponts. Hein, moi, je pense que la question de... C'était quoi la question? Je ne sais plus, j'ai oublié la question. Pourquoi ce patrimoine est menacé et par quoi? Je pense que l'une des grosses menaces qu'on a sur le patrimoine, c'est que le béton, c'est pas un matériau par défaut attractif. Bon, déjà, faut comprendre que des ouvrages en béton qui vieillissent ne créent pas de belles ruines. Je pense que c'est important. C'est-à-dire que des bâtiments qui vieillissent en pierre créent des belles ruines, et à ce titre-là, que ce soit du bois ou de la pierre, naturellement, ils ont une qualité esthétique intrinsèque, que le béton n'a pas. La deuxième chose, c'est culturel. Moi, je vois dans tout le secteur qui a été rasé, le béton est partout, mais l'effet, le retour du bâton, on va dire, c'est que comme tout a été reconstruit en béton avec le même style, à la même époque, le béton n'apparaît pas comme un élément patrimonial. Une église en pierre au milieu de... Je pense par exemple, si vous allez à Amiens, vous avez la cathédrale au milieu du quartier qui a été reconstruit. Cathédrale, déjà un monument remarquable, mais en plus elle ressort par son architecture. Là, pour le coup, comment vous irez... Enfin, c'est compliqué d'aller expliquer aux gens qu'un édifice est intéressant, alors que les maisons, les presbytères, les mairies sont dans le même style. La bataille se gagne, hein. Attention, c'est pas impossible. Mais je pense que c'est compliqué, parce que du coup, ces architectures-là ressortent pas. Et font pas, on n'a pas les traces historiques qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Je pense qu'aussi, ça c'est un facteur qui n'aide pas pour le béton. Voilà. Quelquefois, on peut avoir souvent des structures qui sont en béton, habillées de briques, avec des travails de mosaïque. Je pense à une église sur laquelle j'ai travaillé, je pense à Villers-Carbonel, où elle est habillée de briques et il y a tout un décor assez intéressant. Et à quelques kilomètres de là, à Brie, on a une église où le béton s'affiche tel quel. Et bien, voilà, là où le béton est apparent, c'est plus compliqué. Mais ça se gagne, et in fine, quand on montre aux gens qu'il y a une qualité, quand on montre aux gens que le béton, ça a permis de l'espace, une vraie qualité de spatiale, de lumière, un travail souvent sur les vitraux, donc qualité avec la couleur, quand on montre qu'on a une architecture remarquable à côté de chez eux, qui est permis par le béton, là ça devient une fierté. Mais c'est un combat, hein. C'est jamais gagné d'avance. Hein. Et c'est le cas pour les habitants, mais aussi, je m'imagine, peut-être pour les élus. Est-ce qu'il faut aussi montrer l'intérêt de ce patrimoine Les élus sont au centre de tout. On peut avoir tous les discours qu'on veut, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut pour démontrer que les choses sont intéressantes. Les élus sont en première ligne comme partenaires. Et inversement, c'est pas le cas. Souvent, les élus sont convaincus et ensuite ils font les démarches, parce que c'est un vrai travail du combattant. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de communes où on a de l'architecture art déco, donc rasée encore une fois par la guerre, qui sont très rurales. C'est-à-dire que les élus gèrent des petites communes, travaillent à côté. C'est un vrai combat. Donc souvent, c'est les élus qui sont convaincus, qui font ce qu'il faut pour sensibiliser, pour préserver, et ensuite, petit à petit, ça passe. Voilà. Et pourquoi finalement il faudrait préserver ce patrimoine? Est-ce que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faudrait le transmettre? Alors si je reprends le sujet par exemple de l'équipement routier tout simplement, n'oublions pas en France qu'aujourd'hui on doit y avoir à peu près 200 000 ponts. Je parle que des ponts routiers, et il y en a à peu près, on va dire,
il doit y en avoir 50 à 60 000 qui sont en béton armé. Donc déjà, rien que la valeur intrinsèque de ce patrimoine-là, elle nous dépasse, quoi. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros s'il fallait les reconstruire à l'identique. Donc ça n'a tout simplement pas de sens. Et puis c'est souvent le témoin aussi d'une époque, d'une technique, d'une entreprise. Enfin, si on revient, si on se replonge au début du XXe, donc il y a un grand constructeur aussi, j'ai parlé d'Arel Delanoë, mais un autre qui s'appelait Eugène Fraissinet, qui a commencé au début par dimensionner le béton armé tel qu'il l'avait appris. Et puis très vite, parce que c'était quelqu'un qui réfléchissait aussi beaucoup, très inventif, il a eu l'idée de la précontrainte et de mettre le matériau en tension, en fait. Il a compris que ça permettait d'améliorer énormément les portées. Et on a vu, donc, à partir de son fameux brevet déposé en 1929 sur la précontrainte, des ouvrages qui se sont agrandis et ce sont avec des voûtes de plus en plus grandes, des portées extrêmement importantes. Et ce patrimoine-là, il a une valeur maintenant technique puisqu'on a vraiment on voit l'évolution, en fait, des techniques et de la conception au travers de ces ouvrages. Dans sa simple œuvre, il est passé de petits ouvrages communaux, vicinaux, à de très grands ponts comme, j'aurais pu dire de bêtises, mais Tancarville, je ne sais plus si Tancarville fait partie encore de, je ne crois pas, mais le dernier pont de Fraissinet, mais en tout cas, il y a eu une démultiplication des ouvertures et des portées tout à fait remarquable, quoi. Moi, j'ajouterais pourquoi conserver ce patrimoine pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est beau. Voilà. Non, mais souvent on résume à l'aspect financier. On ne parle pas de construction, on parle d'architecture. C'est important. Donc, déjà, parce que c'est beau. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a souvent sur ces architectures-là des portées importantes. On a une souplesse d'utilisation qui est quand même assez remarquable. On est à l'heure du ZAN, c'est-à-dire qu'il va falloir réutiliser les bâtiments existants. Et pour le coup, les bâtiments en béton sont parfaitement adaptés. Donc je pense qu'à ces titres-là, la réponse est dans la question, parce que c'est évident, ils ont tout pour eux. Ils ont une qualité, certes, il faut la démontrer, mais ils ont une qualité esthétique. Ils ont une souplesse d'utilisation, une polyvalence d'usage. En plus, souvent, on a des choses intéressantes, c'est-à-dire que les bâtiments en béton, il y avait quand même une préoccupation au XXe siècle de l'échelle urbaine. C'est-à-dire qu'on ne fait pas côtoyer des bâtiments, des mairies avec des tours démentielles. On a une qualité spatiale qu'on n'est pas sûr de retrouver avec des nouveaux bâtiments. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut les conserver, c'est tout. C'est pas négociable. Je me permets. Et puis techniquement, on sait faire. Maintenant, on connaît bien le matériau. On le comprend. On a compris les facteurs qui agissaient sur lui, ses points faibles, ses points forts. Et on est tout à fait maintenant capable de réparer, de restaurer, de conserver, quoi. Tous les bétons, même effectivement les plus expérimentaux, maintenant on sait faire. Hein. Absolument tous les bétons. Après, je dirais, tout ça se décrète pas. En fait, ça fera partie, on va dire, un peu d'une démarche de diagnostic qui sera toujours fondamentale, de toute façon, quelle que soit la construction. Simplement pour comprendre le matériau, comment il a été conçu, quels sont ses composants, ses constituants, quel type de ciment, quel type de gravier, sa formulation, sa mise en œuvre, tout ça. Mais une fois que tout ça est compris, après, c'est très simple. Enfin, ça reste c'est des grands principes à traiter, quoi. Et puis on se pose la question de savoir pourquoi le garder. Ça revient à la question de tout à l'heure, à savoir est-ce que finalement, pourquoi il est mal reçu? C'est toujours comme ça. On ne se pose pas la question pourquoi garder un bâtiment du 16e. On ne se pose pas la question. Donc c'est toujours la même question, à savoir est-ce que ça vous coûte de le garder? Je pense qu'il y a aussi un retour au local. Il y a beaucoup d'associations qui se mettent en place. On a des organisations au niveau du territoire, je pense à des pays d'art et d'histoire, qui font un gros boulot de sensibilisation. Donc c'est-à-dire que finalement, au travers de votre question, c'est celle de est-ce que c'est toujours mal reçu? Je pense que ça sera de moins en moins, parce qu'on a un travail de terrain au long cours de sensibilisation de cette architecture-là. Vraiment. Alors après, il est vrai, le béton aussi a appris à être beau. Parce que c'est vrai que souvent, dans l'imaginaire populaire, on conserve toujours cette image un peu réductrice du béton grisâtre, sale, enfin voilà, pas forcément
on va dire, très flatteur, quoi, qu'on a tous pu voir dans le paysage, hein, des bâtiments construits rapidement après la Seconde Guerre et autres. Mais n'oublions pas que le 20e aussi, c'est l'Arche de la Défense. C'est un peu elle à Paris qui a lancé quand même, qui a jeté les dés cette fois-ci de la grande aventure du béton, quoi. Justement en favorisant la mise au point de ces bétons haute performance qui maintenant s'imposent dans le paysage, mais qui ont permis des portées énormes et puis surtout après de jouer avec les couleurs, de jouer avec... c'est devenu un matériau à part entière à qui on peut jouer. L'architecte peut jouer, il me semble, quoi, puisqu'on peut finalement lui confier tout ce que l'on souhaite. Hein, et rêve-le et le matériau le fera, quoi. Hein. Mais même, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de l'aventure du béton. Enfin, quand je vois ce que font des architectes, je pense à Rudy Ricciotti, sur pas mal de ces projets, pas forcément, le MUSEM en fait partie, mais d'autres, on voit qu'il y a un vrai travail de collaboration entre l'architecte, les bureaux d'études, qui est plus uniquement un partenaire, c'est une vraie collaboration. Ça influe sur les formes, ça influe sur l'architecture, et pour moi, on n'est pas au bout de l'histoire du béton, hein. Donc c'est important de l'avoir en tête, quoi. C'est peut-être la question de la ressource qui va manquer à un moment donné. Alors, souvent, c'est vrai qu'on vulgarise le béton en disant ciment, gravier ou sable. Voilà, on schématise un peu comme ça, mais on commence à parler aussi de béton de terre. Il y a du béton de chaux. Le béton, in fine, c'est un mélange d'un liant, un gravier, etc. La question de la ressource, est-ce que c'est le béton de ciment? Finalement, il faudrait parler maintenant de béton de ciment. Voilà, il y a des alternatives qui permettent pas forcément des portées démentielles. Pour autant, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question de l'échelle. Est-ce qu'il faut des portées de 60 mètres alors que tout autour a des portées de 5-6 mètres? C'est des questions, quoi. Non, effectivement, oui, selon l'usage du matériau, on pourra tout à fait effectivement décliner des bétons de plus en plus économiques ou peut-être moins consommateurs ou moins énergivores, hein, en termes de gaz à émissions à effet de serre. Parce que n'oublions pas qu'un des enjeux aussi de la construction, c'est une neutralité carbone en 2050. Et à ce titre-là, la préservation, finalement, c'est ce qu'on peut faire de mieux déjà, puisque ça coûtera toujours moins cher que de démolir, reconstruire ou encore plus construire avec du neuf. Même si le matériau béton, c'est un matériau qu'on sait réutiliser, le réemploi maintenant gagne ses galons tous les jours. Hein. On sait réutiliser le matériau, bon, pas forcément comme un liant, mais cette fois-ci on l'utilisera comme granulat ou comme d'autres constituants. Mais en tout cas, la chaîne est lancée. Mais après, c'est l'économie d'autres sources, c'est aussi le sable qui manque de toute façon. Les ouvertures de carrières sont très difficiles pour des enjeux aussi environnementaux, de préservation des biotopes. La fabrication du ciment lui-même aussi est extrêmement énergivore. Donc de toute façon, c'est quand même 10% des gaz à émissions à effet de serre à l'échelle mondiale, ne l'oublions pas. Donc là, il faut agir dessus. Donc de toute façon, le matériau est petit à petit quand même la grande expansion qu'on a pu connaître le jeu va se calmer quand même. On disait tout à l'heure qu'effectivement ce matériau et le patrimoine du XXe était assez peu connu parfois du grand public et peut-être des élus où on n'avait pas forcément tout de suite l'impact de dire « Ah, c'est du patrimoine ». Est-ce que dans la profession, c'est aussi un peu le cas? Est-ce qu'on connaît bien ce matériau pour les professionnels qui sont amenés à travailler sur ces sujets-là, de restauration, de réhabilitation? Alors, je reprends, mais tu compléteras. Il y a quelques années, effectivement, le GMH, Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques, m'aviez confié la lourde charge, justement, de piloter, on va dire, un ouvrage collectif sur la restauration des bétons du patrimoine, parce que, justement, c'est un sujet... En tout cas, c'est quelque chose qui fait défaut dans la profession. Qui évolue aussi peut-être. Qui évolue beaucoup déjà avec les techniques, avec la connaissance des matériaux, puis les moyens de diagnostic aussi. Bon, tout ça évolue, mais surtout les techniques n'étaient pas toujours adaptées, on va dire, au béton ancien. C'est-à-dire autant, on va dire, dans le marché des travaux publics, on sait réparer un ouvrage d'art, hein, un pont déficient, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Il y a des techniques, c'est normalisé, c'est très bien documenté. Par contre, quand on parle d'un béton ancien, qu'un épiderme à préserver, parce que voilà, le Corbusier aimait,
on aime retrouver les empreintes de coffrage sur ces bétons. Donc, comment faire pour traiter des armatures sans toucher à cet épiderme? Là, c'est l'autre question qui se pose. Et donc, on a travaillé, on a planché, on s'est entouré de spécialistes. Et donc, on a rédigé à l'époque, donc c'était il y a 3 ans maintenant, un guide sur la restauration des bétons du patrimoine. Donc, en faisant un peu le tour du matériau d'un point de vue historique, matériau aussi pathologique qui peut s'altérer, mais aussi la revue des différentes techniques susceptibles d'être utilisées selon les pathologies qu'ils pouvaient présenter, en préférant toujours les techniques les moins invasives, celles qui respecteront toujours davantage le matériau, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais non, mais c'est vrai que le patrimoine 20e, le béton, c'est un matériau qui a permis effectivement des textures, qui a permis de la modénature. Même plus tard, enfin, la période brutaliste, ces traces, on veut les voir. Je pense même à un cabinet médical sur lequel j'ai pu travailler, qui a été fait dans les années 70, où les planches de coffrage étaient calibrées au modulor. C'est-à-dire qu'il fallait juste caler les traces de coffrage. Donc mais le béton, au XXe siècle, ça a quand même quelque chose d'artisanal. Presque chaque architecture a des finitions différentes. Au cas par cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a un épiderme, il y a un aspect, il y a aussi des problématiques thermiques qu'il faut parfois gérer. Donc, pas isolé par l'extérieur, comment on fait, etc. Mais il y a quand même, sur chaque bâtiment, une expression du béton qui lui est propre, qui n'est pas standardisée, quoi. Donc c'est assez, je pense qu'on découvre à chaque fois. Hein. Ça en fait des sujets d'études passionnants. Ouais, des cheveux blancs aussi. Oui, hein. Oui, effectivement, on n'aura jamais 2 bétons identiques par définition. Donc à partir de là, chaque fois, c'est un cas d'étude, c'est un cas nouveau, quoi. Et justement, le risque est toujours d'extrapoler des recettes un peu toutes faites, et voilà, et avec tous les déboires que ça peut supposer. C'est en ça, on revient à la première question, c'est en ça qu'on a du patrimoine, c'est-à-dire qu'on a quasiment une expérimentation du béton au long cours, entre années 10, années 20, années 30, années 50, années 60, etc. C'est toujours le même matériau. Il est travaillé de façon différente, dans une esthétique différente, et c'est ce qui fait qu'on a du patrimoine. Voilà, c'est un pan de bois, voilà, il y a quand même une histoire du pan de bois, mais globalement, il y a une récurrence, alors que sur le béton, pas du tout. Entre eux, je pense même des bétons, les bétons nougat qu'on appelle de Bossard, voilà, ça va assez loin quand même. Hein. Du béton... très lisse, du béton très rugueux, du béton avec des rochers, des rocs à l'intérieur. Enfin, des paillettes aussi, et parfois on peut le boucharder, on peut absolument tout faire avec. Donc cette polyvalence fait qu'effectivement, à chaque fois, c'est une redécouverte. Donc il n'y a pas... C'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple. En tout cas, il y a du travail sur ce sujet-là. A priori, ouais, pas mal. Voilà, ouais. Oui, je crois qu'il y a même une véritable demande très bien manifestée. Oui, oui. Non, tout à fait. Surtout avec les enjeux maintenant que pose la préservation, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il n'est pas éternel non plus. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, mais à partir de là, que faire, quoi, parce que, il est toujours plus on agit tôt, mieux ce sera. La règle est toujours la même, hein, pour qui que ce soit un humain ou un ouvrage en béton ou en pierre. Donc dès qu'on laisse s'installer un certain nombre de phénomènes pathologiques, hein, il y a la corrosion, mais pas seulement, la corrosion des armatures, mais ça peut être des systèmes de précontrainte si on parle d'un ouvrage d'art, ça peut être tout simplement des sels qui s'accumulent aussi, comme dans des pierres, et qui finissent aussi par poser parfois des problèmes secondaires de gonflement, de désagrégation du matériau. Donc ça nécessite de toute façon au minimum un entretien, ce qu'on appellerait aujourd'hui même une maintenance, c'est-à-dire c'est un entretien organisé, c'est-à-dire où on sait ce qu'on doit faire à court terme, à moyen terme, à plus long terme, et puis voilà, de manière incontournable. Parfois, faut remettre une jambe de bois, il faut aussi faire des remplacements, mais en tout cas, c'est un matériau qu'on ne peut pas laisser courir éternellement. Sauf le béton romain, peut-être. Lui a fait l'épreuve. Le béton romain n'était pas armé, donc voilà, c'est ça qu'il a préservé aussi. Enfin, je pense toujours à la coupole, la coupole à Rome là, du Panthéon, qui est remarquable, quoi. Mais oui, l'entretien est très important. Vraiment, vous avez raison d'insister là-dessus.
parce que on peut très rapidement déraper si jamais on n'a pas la sensibilisation avec le coût de l'énergie actuellement, avoir des isolations par l'extérieur. Et plutôt que d'entretenir, la solution de facilité, ça serait de dire on habille alors qu'on le cache. Et ce qui fait la qualité du béton, c'est que cette finition de surface fait sa qualité architecturale. C'est-à-dire que, in fine, c'est ce qui crée son désaveu, c'est-à-dire que comme il y a des ponts thermiques partout, on va l'isoler alors qu'il faudrait préserver cet épiderme. Donc effectivement l'entretien est, avec la sensibilisation, une des facteurs essentiels de préservation de ce patrimoine. Quitte à pas le reconnaître maintenant, on le préserve, on l'entretient, on le reconnaîtra plus tard. C'est l'histoire de l'architecture. L'architecture est décriée, les architectures de qualité sont décriées, il faut 20-30 ans souvent pour voir la qualité. Donc on entretient, on préserve et 20-30 ans après, on adhère culturellement. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange. C'est plus clair, effectivement, sur ce que c'est le patrimoine du XXe et puis comment on peut l'entretenir, surtout pourquoi. Donc merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission en ligne sur la plateforme Atrium, sur la plateforme YouTube Atrium. Vous pouvez également venir suivre en direct l'émission sur le Salon international du patrimoine culturel. Je vous remercie et à bientôt.